Bon, bah, écoutez, je vais demander à Simon Msika de venir nous parler des analyses multifactorielles. Alors, comme on dit en anglais, à quoi que ça sert? Pour ceux qui sont debout derrière, il y a des places devant là. Venez, venez. Approchez. Bonjour, et je voudrais remercier M. Huguet de m'avoir demandé de parler des analyses multifactorielles. Ça va me remettre quelques années en arrière, à l'époque où j'étais chef de clinique dans son service. Je vais essayer d'apporter quelques éclairages sur les analyses multifactorielles. Je vous avertis, c'est peut-être un peu ardu parfois, mais on va essayer de faire un truc un peu clair. D'abord, dire qu'est-ce que c'est qu'une étude multifactorielle. Une étude multifactorielle, d'abord, c'est une méthode statistique qui permet de trouver des corrélations entre des variables ensemble. Et le point important, finalement, c'est qu'elles soient indépendantes l'une de l'autre. Alors, pour comprendre cela, j'ai pris quelques petits exemples, mais on reviendra sur un exemple plus complet sur le diagnostic des lithiases de la bière principale. Vous avez tous entendu parler des analyses unifactorielles. Voilà, une analyse univariée. L'analyse univariée a comme intérêt de détecter des associations brutes. C'est-à-dire que finalement, on voit que la partie émergée de l'iceberg en faisant des analyses univariées. Donc c'est l'association brute. Alors que l'analyse multivariée, finalement, elle permet de quantifier les associations et de voir quels sont les facteurs indépendants les uns des autres. Et je vous ai mis ici comme exemple, vous voyez ici l'infarctus du myocarde ou le cancer colorectal, en fonction de différents facteurs. Alors, on est à l'académie, il faut faire un petit topo académique. Donc, académiquement, il faut quand même parler un minimum de ce que sont les études multivariées au sens de la définition mathématique. Alors, vous voyez que j'ai mis en rouge les méthodes prédictives, parce que c'est celles-là, finalement, dont je vais vous parler. Les autres n'ont en particulier pour les méthodes descriptives qu'un intérêt secondaire. Et j'ai mis ici la méthode de Cox dont vous avez tous entendu parler, pour lequel, s'il nous reste un petit peu de temps, je vous passerai 3 petites diapositives. Alors, vous voyez qu'elles font intervenir des variables qualitatives et quantitatives. Les méthodes descriptives, je vous ai juste mis ces diapositives pour que vous les oubliez assez rapidement. Elles ont des noms un peu, vous voyez, difficiles à retenir. Je suis sûr que, sorti de là, vous les aurez oubliés. L'analyse en composante principale ou l'analyse factorielle correspondante qui travaille sur des variables quantitatives ou qualitatives. La particularité de ces études descriptives, c'est qu'elles ont uniquement une représentation graphique. Donc il n'y a rien de chiffré, il n'y a pas de score possible, il n'y a pas de classement possible. Et finalement, on s'en sert plutôt dans la publicité ou dans l'expression de certaines, on va dire, analyses psychologiques, par exemple, ça peut être utile dans ces cas. Bon. Alors, les méthodes prédictives, celles qui nous intéressent, il y en a 3. L'analyse des corrélations partielles, on l'utilise pas beaucoup, mais vous verrez que c'était, en fin de compte, un petit peu le début de ce qui est intéressant à connaître, c'est-à-dire la régression multiple et la régression logistique, et l'analyse discriminante. La régression multiple s'applique aux variables quantitatives, la régression logistique s'applique aux variables qualitatives. Alors vous voyez que c'est une variable qui est expliquée dans la régression logistique, c'est une variable qui est expliquée par une combinaison linéaire de plusieurs variables, dite explicante. Alors vous voyez que là aussi c'est comme discussant,
Je ne sais pas pourquoi c'est écrit comme ça, c'est faux, et expliquant, ça n'existe pas non plus dans le dictionnaire. Donc bon, c'est comme ça. Voilà. L'analyse discriminante, on n'aura pas le temps d'en parler, mais je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet de séparer de façon optimale, finalement, des groupes de sujets grâce à une combinaison linéaire. Alors voilà, je vous ai mis ici ce... Tiens, j'ai sauté une diapo. Ici, ce petit tableau pour vous montrer un petit peu comment sont les variables expliquées et expliquantes en fonction des méthodes. La régression multiple, variable quantitative. La régression logistique, variable qualitative. Juste un exemple ici. Alors, je passe sur les analyses de corrélation partielle parce que c'est un petit peu, finalement, l'ancêtre dans la compréhension de la régression logistique et des analyses multivariées qu'on utilise tout le temps. Voilà un exemple d'analyse de corrélation partielle. On sait qu'il y a une corrélation entre l'âge des malades et la largeur de la voie biliaire principale. On sait qu'il y a une corrélation entre la survenue d'une lithiase biliaire principale et l'âge des malades. Et bien, par corrélation partielle, on va bien imaginer qu'il y a une corrélation partielle, en tout cas, entre la largeur de la voie biliaire principale et le risque de lithiase de la voie biliaire principale. Alors, un exemple de régression multiple sur les variables quantitatives. Vous voyez ici une variable expliquée, toutes étant des variables quantitatives. On affecte des coefficients. Chaque coefficient, ça donne une valeur, si vous voulez, plus ou moins importante à la valeur quantitative. Et voici un exemple, finalement, d'étude grâce à une régression multiple sur des variables quantitatives. On essaye, par exemple, d'expliquer après une résection étendue d'un intestin grêle, comment peut-on expliquer ou prédire plus exactement les excréta? Eh bien, vous voyez que d'un côté, on aura des variables expliquées ici, poids fécal, élimination sodée, élimination potassique, c'est-à-dire des variables quantitatives. Et puis de l'autre côté, la variable expliquante, ça peut être la longueur de l'intestin restant, que ce soit le jéjunum ou l'iléon, ou le pourcentage de côlon restant, ou la présence ou non du rectum. Voilà, dans une étude, comment on a fait une analyse en régression multiple. Alors, la régression logistique. Donc, je n'ai pas résisté, bien sûr, à l'envie d'utiliser les anciens travaux du service, puisque ça a été longtemps une question. Alors, on en parlera peut-être dans la discussion, finalement, à quoi servent bien les études multivariées. Peut-être quelques dérives particulières, on en reparlera. Alors, comment est né finalement ce travail sur l'analyse prédictive des facteurs de risque de lithiase de voie biliaire principale en cas de lithiase vésiculaire? Eh bien, d'un côté, on savait qu'il y avait des partisans systématiques, enfin des partisans, disons, de la cholangiographie péropératoire systématique. L'objectif de ces partisans, c'était souvent ça, c'était repérer les anomalies anatomiques. Ça n'a pas changé. Prévenir et reconnaître les plaies des voies biliaires, mais bien sûr découvrir des calculs de la voie biliaire principale insoupçonnés, car on sait qu'il y a environ 20% de fréquence de calcul de la voie biliaire principale en cas de lithiase vésiculaire. Ça avait des intérêts aussi secondaires, entraînement du personnel, enseignement du milieu universitaire, entraînement de l'équipe, etc. Et puis, bien sûr, il y avait les opposants qui ont finalement, en gros, aujourd'hui, gagné la partie. Vous allez comprendre pourquoi. Allongement du temps opératoire, augmentation du coût opératoire, ça n'évite pas les plaies biliaires, il y a une possibilité de faux positif. C'est pas toujours possible de faire une cholangiographie péropératoire, c'est ce qu'on entend le plus souvent. Et puis, un calcul résiduel, finalement, c'est pas si grave que ça. Exemple, dans les pays anglo-saxons, eh bien, on laisse des lithiases de voie biliaire principale en attendant qu'elles deviennent symptomatiques. Alors, on a commencé comme ça. Tout d'abord, en étudiant, ici, c'est un travail de François Laquette, que je remercie d'ailleurs de m'avoir passé ces diapositives pour confectionner ce topo. Et donc, à partir d'une étude rétrospective, on a essayé de sortir les critères principaux. Alors, vous voyez, antécédents d'ictère, bilirubine, phosphatase alcaline, largeur de la voie biliaire principale, et on a vu qu'en fonction de l'addition des facteurs prédictifs, on avait bien évidemment un risque de lithiase de voie biliaire principale de plus en plus important si on avait tous les critères réunis. Donc déjà, on commençait à avoir une petite idée. Et puis, on avait considéré qu'il n'était pas utile de faire de CPO à une catégorie de patients qui avaient principalement ces 4 critères. Donc cette étude était fondée sur une série de 167 patients, dont 37 avaient une lithiase de voie biliaire principale, une prévalence tout à fait raisonnable, 22%, c'est la prévalence habituelle. Eh bien, grâce à ce travail, la décision avait été prise uniquement sur des données préopératoires, sans la cholangiographie péropératoire, et grâce à ça, 7% seulement de lithiase aurait pu être oublié, et 12%
aurait été exploré à tort. Donc c'était pas mal, finalement. Et pour aller un peu plus loin, eh bien, d'où l'intérêt de l'étude multivariée, on a fait une étude multivariée en régression logistique à partir d'une population plus importante. Vous voyez ici 500 patients. Cette étude qui a été publiée dans SGO en 91. Et on a essayé de connaître les facteurs cliniques et paracliniques prédictifs de l'itiase de la voie biliaire principale, sachant que dans cette population, là aussi, point important, comme vous l'a dit M. Gué tout à l'heure, il faut connaître la fréquence de la maladie. Là, la fréquence de la LVBP, c'était 17%, chiffre normal. Signe clinique prédictif, issu de cette analyse multivariée, eh bien, vous voyez que la présence d'un ictère hautement significatif, bon, ça on s'en doutait, une fièvre hautement significative, dans l'épisode actuel, bon, bien sûr là j'ai pris dans les antécédents, mais dans l'épisode actuel, fièvre et ictère aussi ressortaient de façon significative, puis les signes paracliniques prédictifs, eh bien, l'existence d'une cholécystite est un signe prédictif important, la largeur de la voie biliaire principale, le nombre de calculs n'avait aucun intérêt, mais en revanche, la taille de ces calculs, s'ils étaient petits, avait une importance considérable. Vous voyez ici, à chaque fois, eh bien, le risque relatif, donc plus il est élevé, bien évidemment, plus le risque est élevé. Vous voyez que le risque relatif de largeur de la voie biliaire principale est affecté d'un risque de 49, ce qui était quand même assez important. Alors, à partir de là, et c'est ça l'intérêt finalement des études multivariées, c'est de pouvoir avoir des facteurs indépendants les uns des autres et d'affecter un poids plus ou moins variable en fonction de ces variables, de ces facteurs, et de construire un score prédictif qui est intéressant. Alors ici, c'est le score de Huguet et Laken, si on l'appelle comme ça. Je crois qu'on l'appelle toujours comme ça, ou on a changé de nom? Non, c'est toujours comme ça. Voilà. Et donc ce score, vous voyez... Ah, excusez-moi. J'ai fait la même chose que M. Huguet, c'est-à-dire que j'ai appuyé sur avant, après sur le bouton. Alors pour ceux qui l'utiliseront tout à l'heure, hein, il y a une télécommande dessus. Voilà. Alors le score prédictif, affecté d'une constante, à 0,04, c'est la constante, c'est comme un truc, une équation mathématique, il y a une constante, voilà. Multiplié par l'âge, non je vous ai dit n'importe quoi là, c'est pas une constante, c'est un facteur, 0,04 c'est un facteur affecté à l'âge en années, auquel s'associe, vous voyez, un poids important pour un diamètre de la voie biliaire principale supérieur à 12, 1,2 s'il y a des calculs de petite taille, 1 s'il y a des antécédents de colique hépatique, 0,7 s'il y a la cholécystite, et ainsi, on pouvait dire qu'il y avait un seuil dans le score, soit le seuil du score était supérieur à 5,9, et à ce moment-là, la probabilité d'avoir une itiase de voie biliaire principale était extrêmement élevée, 81%. Ensuite, au fur et à mesure que le score était bas, eh bien, la prédiction était basse. Donc finalement, si on avait un score qui était inférieur à 5, à 3,5, la probabilité d'avoir une lithiase, c'était 2%. D'accord? Donc 5 sur 232 malades. Et il faut rappeler que cette situation existait chez 46% de la population, c'est-à-dire pratiquement un malade sur deux. Alors, pour savoir si ce score était intéressant, eh bien, il a été validé. Et c'est ça qui est important finalement. On s'est dit, peut-être que l'étude qui avait été faite, elle était un peu biaisée parce que ça représentait une population. Et finalement, vous voyez, elle a été validée sur 3 séries que j'ai citées ici, et qui ont été publiées dans la littérature. Et ces 3 séries, en adaptant le score à leur population, ont trouvé finalement des chiffres tout à fait similaires d'incidence de l'ithiase de la voie biliaire principale quand le score était extrêmement faible, c'est-à-dire inférieur à 3,5. Et je précise là aussi que finalement, le pourcentage de la population qui avait ce score était un pourcentage là aussi tout à fait, enfin pratiquement similaire, on va dire. Voilà. Alors, je garde ces quelques diapos, ces 3 dernières diapos pour vous parler rapidement du modèle de Cox, qui est un modèle aussi d'analyse multivariée. Et vous voyez que dans cette définition, ça mesure un certain risque. Alors c'est utilisé pour les études de survie. C'est un risque qui est multiplié par un risque relatif pour chacune des variables expliquantes analysées. Alors un exemple, par exemple, le cancer gastrique. Et je vais vous montrer ensuite un exemple sur le cancer de l'œsophage pour l'illustrer. Donc le risque de décès de base
pour les patients qui étaient N- ou S-, vous voyez, peut être multiplié par un risque relatif qui a une certaine valeur, qui ici est une construction mathématique exponentielle de bêta, pour les malades qui étaient N+, ou bêta 2 pour les malades qui étaient S+, quand on a déterminé les facteurs de risque. Alors voilà une étude qui a été faite sur le modèle de Cox, là aussi, où on a défini, grâce à une étude multivariée, si vous voulez, 3 facteurs de risque indépendants, et donc il y avait chacun une variable, enfin un poids affecté, dans lequel on faisait intervenir le score hasard, l'infiltration pariétale, l'infiltration ganglionnaire, et grâce à ça, on a pu construire un score pronostic, une classe pronostique, pardon, et vous voyez, chaque classe était affectée d'un score où on prenait une partie de cette variable, une partie de cette variable et une partie de cette variable. Et l'intérêt de cette classification pronostique, on le voit tout de suite, c'est qu'on arrive à différencier de façon très nette et de façon significative des catégories de survie qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, parce que les courbes ne sont pas proches, elles ne se croisent pas, elles sont toutes distantes, et donc on a bien défini des catégories indépendantes, prédictives de survie. Voilà, donc en conclusion, les études multivariées, elles permettent d'éliminer un certain nombre de facteurs de confusion et d'expliquer, parce que c'est ça le point important, c'est expliquer au mieux un événement en fonction des différents facteurs expliquant l'événement, et ce, de manière indépendante. Point important aussi, c'est que l'utilisation en pratique clinique est facilitée par l'utilisation des scores, et ces scores se retrouvent souvent à la base des classifications pronostiques. Merci de votre attention. Merci Simon. Pendant que Jacques Philippon arrive au micro, je voudrais dire que tout ça, c'est pas purement théorique. Et dans le service, quand on opérait une malade qui avait une maladie de Crohn, à qui on devait faire une résection intestinale, dans les cas où cette résection intestinale devait être relativement étendue, on faisait un calcul péropératoire pour prédire un peu l'importance des pertes fécales et, le cas échéant, faire une résection plus limitée, moins optimale, compte tenu des contreparties prévisibles. Le deuxième exemple, c'est dans la lithiase de vésiculaire, on calculait effectivement les scores, ce qui nous amenait à partir d'un moment à ne plus faire de radiomanométrie péropératoire, qui avait été le dogme jusque-là, chez des malades chez lesquels la probabilité de lithiase de la webbière principale était inférieure à 2%, sachant qu'on allait la faire, certes, utilement chez ces 2% de malades, mais, à contrario, inutilement chez 98% des malades. Alors chacun pouvait être libre de faire ce qu'il voulait, pas dans le service parce que c'était la dictature, mais autrement, on peut faire ce qu'on veut, mais il faut prendre en compte, si vous voulez, ça peut être intéressant, dans la vie quotidienne chirurgicale, de prendre en compte ce type de raisonnement. Jacques, je te laisse la parole, excuse-moi. Non, je t'en prie, merci. À une époque où la médecine cherche... Donc à une époque où la médecine cherche à obtenir les meilleures preuves avant de prendre une décision, vous voyez que je n'utilise pas le terme evidence-based medicine parce que, après l'analyse linguistique de notre ami Philippe Boutelier, je n'ose plus m'en servir. Donc à cette époque-là, la possibilité de définir des facteurs qui peuvent influencer un résultat ou un événement est absolument capitale. Et c'est évidemment le but que se fixent les données statistiques que nous venons de voir exposées. Je crois que pour les gens qui ne sont pas familiarisés, et c'est souvent le cas des cliniciens avec les statistiques, on peut très brièvement revenir sur les deux grands types d'analyses qui ont été exposés par le Dr Psika. L'analyse univariée. L'analyse univariée est certainement la plus simple, puisqu'elle consiste simplement à étudier séparément une variable à expliquer et une réponse explicative. Par contre, lorsqu'on arrive à l'analyse multivariée, elle permet l'étude de plusieurs phénomènes aléatoires. Elle permet surtout de voir ceux qui sont, parmi les différents facteurs, corrélés ou qui sont contraires, indépendants les uns des autres.
Et à ce sujet, j'aurais une question d'ailleurs à poser au Dr Msika. Dans certains documents, on ne confond pas, semble-t-il, facteurs multivariés, analyse multivariée et multifactorielle. Bon, il y a certains textes qui disent l'inverse. Peu importe. Ensuite, donc, nous avons vu les différents modèles qu'on pouvait utiliser pour aboutir à l'étude de ces analyses multivariées, la régression multiple, la régression logistique et la méthode de Cox sont toutes donc intéressantes. Et là encore, dans un de vos tableaux sur la méthode de Cox, il y avait une variable qui était marquée censurée. Je n'ai pas très bien compris, donc si vous pouvez... Pardon ? Survie, ok. Alors, dans quelle mesure aussi, c'est une question que je voulais poser, on va choisir les variables et quel est le nombre idéal de variables qu'on peut mettre dans une étude? C'est deux questions qui peuvent se poser à propos des études multivariées. Vous avez pris comme exemple donc le risque de lithiase de la voie biliaire principale avant une cholécystectomie. Je pense que je suis un peu loin de cette spécialité et je laisserai à mes collègues chirurgiens digestifs de discuter ce point très précis de la lithiase cholédocienne. Par contre, l'intérêt de toutes ces méthodes, et je crois que c'est ça le plus intéressant pour le pronostic, c'est de définir un score, c'est la notion que vous avez donnée en dernier, et le score est effectivement pour le pronostic d'avenir des malades le plus souvent une méthode extrêmement utile. Et sans revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure Michel Huguet, je reviendrai sur un score qui n'est pas du tout celui de la lithiase cholédocienne, mais un des scores les plus connus en neurologie, qui est le Glasgow Coma Scale, qui permet, après un traumatisme crânien, quel qu'il soit, de le grader de 1 à 12, et en fonction du grade, de prévoir le pronostic à plus long terme. Donc le score est un élément qu'on peut retrouver pratiquement dans toutes les disciplines, et je crois que c'est finalement une des conclusions les plus intéressantes de ces études statistiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Simon peut peut-être répondre aux deux questions de Jacques Philippon. Pour le nombre de variables, je pense qu'il ne faut pas en prendre de trop, il faut en prendre un certain nombre, mais qui correspondent à la réalité. En fait, c'est toujours la même chose, c'est prendre des variables qui correspondent à la réalité. Mais il ne faut pas en prendre de trop, parce que c'est en fonction aussi du nombre d'événements. Hein, tu me corrigeras, François, si je dis des bêtises, mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'événements. Il faut qu'il y ait suffisamment d'événements pour que les variables expliquent quelque chose. Parce que si l'événement est trop rare, ben finalement, ça n'explique pas grand-chose. J'en profite pour dire une chose, justement. C'est que à quoi servent les études multivariées, donc à quoi sert la cholangiographie péropératoire? Parce que finalement, aujourd'hui, on regarde notre pratique. Une époque, on la faisait systématiquement. Aujourd'hui, grâce à ces travaux, est-ce qu'on l'a fait de façon sélective ou est-ce qu'on l'a fait plus du tout? La réalité, c'est qu'on l'a fait plus du tout. Le plus souvent. Oui, pour répondre. Premièrement, le nombre de variables dans une étude... Très schématiquement, c'est prouvé mathématiquement, il faut inclure une variable par paquet de 10 malades. Si vous faites une étude multivariée sur 70 malades, vous pouvez inclure 7 variables explicatives. Si vous faites une étude sur 120 malades, 12 variables. La deuxième chose, c'est très schématique, mais en gros c'est ça. La deuxième chose, c'est la différence unifactorielle univariée, ou multifactoriel multivarié, uni ou multivarié, c'est encore un anglicisme. Et en français, je m'étais fait reprocher ça, je me souviens, par monsieur Jean Bernard, il faut dire unifactoriel ou multifactoriel. Bertrand Millat. Oui, non, je voudrais juste réagir par rapport à ce qui vient d'être dit sur la cholangiographie péropératoire. Oui. Mais la cholangiographie péropératoire est probablement un examen qui est obsolète par rapport à la détection de la voie biliaire de la lithiase de la voie biliaire principale. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a même des examens qui sont presque trop sensibles en matière de détection de la voie biliaire principale. Je pense notamment à l'IRM biliaire. Le problème, c'est que quand moi j'ai une responsabilité qui s'appelle l'accréditation individuelle des chirurgiens et malheureusement, je suis au regret de vous dire que le taux de plaies graves de la voie biliaire principale, section complète du cholédoque ou résection complète de la voie biliaire principale, reste de l'ordre de 1% dans la cholécystectomie cœlioscopique réalisée tous les jours en France.
et que régulièrement, nous avons plusieurs dizaines de signalements de résection complète de la lobe biliaire principale qui surviennent au cours des cholécystectomies. Et la cholangiographie péropératoire est un examen qui permet, lorsqu'on ne sait plus où on en est en péropératoire, de pacifier et de voir ce qu'on va couper. Donc il ne faut pas raconter uniquement sur la cholangiographie péropératoire, uniquement comme si on était dans la détection du calcul de la lobe biliaire principale. C'est un examen qui peut garantir la qualité ou la sécurité de l'intervention. Corinne Vons. Et tu crois pas que 1% là, c'est un peu, je peux pas dire que c'est 1% là, c'est. Non mais ça c'est les déclarés, c'est pas les. Déjà la déclaratif sous-estime la réalité. Mais de surcroît, les meilleures études statistiques qui ont été faites en matière de lobe biliaire principale, elles ont été faites aux États-Unis. Je vous interromps parce que François Laquenne en reparlera tout à l'heure. Excusez-moi. Il ne faut pas me provoquer. Oui. Non, mais je disais, c'est parce que je le déplore. Moi, je le constate, il y a une espèce de dérive. À partir du moment où on fait des travaux, je m'excuse de prendre la parole là-dessus, parce que justement, c'était fait exprès, c'était pour une petite provocation. Moi, je suis plutôt un adepte de la cholangiographie péropératoire, mais dans l'esprit actuel des jeunes chirurgiens, on fait de moins en moins de cholangiographie péropératoire. Je ne veux pas dire que ça explique ce que tu viens de dire, mais peut-être pas loin quand même. Si Monsieur le Président m'y autorise. Il y a, encore une fois, tout à l'heure, il a été évoqué par Richard le PSA comme outil de dépistage. Ça coûte quelques millions d'euros, mais ce n'est pas encore le problème. Le problème, c'est les conséquences du résultat de l'examen. C'est-à-dire que finalement, il y a un certain nombre d'individus qui se sont retrouvés ratiboisés sur un certain nombre de fonctions primordiales, uniquement parce que leur PSA avait une sale tête. Donc, quand on fait un examen, il faut anticiper les conséquences. Et par rapport à la cholangiographie péropératoire, je trouve qu'il n'est pas tout à fait honnête d'en analyser la performance sans la relier à la stratégie qui pouvait être mise en place comme alternative à la cholangiographie péropératoire, c'est-à-dire la détection préopératoire des calculs de la lobe biliaire principale et éventuellement leur traitement par des approches endoscopiques rétrogrades et des sphinctérotomies endoscopiques. Ce qui veut dire que de ne pas vouloir faire une cholangiographie péropératoire, dans un certain nombre de cas, a été associé à une tentative de détection des calculs en pré-op et a été associé à un certain nombre d'examens totalement inutiles mais parfaitement dangereux, rétrogrades, préopératoires, sphinctérotomie et autres. Donc là, je crois qu'on n'a pas parlé de la cholangiographie aujourd'hui, péropératoire ou du PSA. Ce qu'on voulait vous montrer par cet exemple, c'est que jadis, faire systématiquement, comme c'était le dogme, une cholangiographie péropératoire amenait à en faire utilement dans un peu moins de 20% des cas et inutilement dans un peu plus de 8 cas sur 10. Et donc ce qu'on a souhaité, c'était d'essayer de repérer les malades à très faible probabilité de lithiase de la voie biliaire principale. C'est ce qu'on est arrivé à faire, et que l'outil pour cela, c'était l'étude multifactorielle. Donc c'était un exemple, on aurait pu en prendre d'autres, qui nous a amené, je le répète, à éviter des cholangios inutiles, non plus 8 fois sur 10, mais 98 fois sur 10, dans un certain sous-groupe de malades. Sur 100. D'autres questions ? Bien, mais écoutez, merci beaucoup.